on sait que les périodes d'élections, notamment dans les pays où les élections sont libres et démocratiques, c'est la période la plus propice pour tenter d'influencer les foules. Eh bien, on se demande, Lorraine Barrière, je me tourne vers vous, on se demande si les Russes ne seraient pas en train d'attaquer les Américains de manière très frontale. Oui, en effet, la question elle est posée par les services de renseignement britanniques et par la police polonaise. Pourquoi ? Eh bien parce que plusieurs pays d'Europe ont été victimes cet été d'attaques aux colis piégés, une affaire qui est passée inaperçue. Mais hier, le Wall Street Journal en a révélé les conclusions. D'abord, revenons sur les faits qui se sont déroulés au mois de juillet dans plusieurs entrepôts DHL en Europe, à Birmingham dans le centre de l'Angleterre, mais aussi à Leipzig en Allemagne. Dans ces colis en provenance de Lituanie, se trouvaient des masseurs électriques contenant une substance inflammable à base de magnésium. Les engins étaient alors capables d'exploser de manière autonome, en vol ou lors de transit en camion. Les services de renseignement britanniques et allemands avaient rapidement soupçonné la Russie d'être derrière ces attaques. On écoute le chef du MI5, le renseignement intérieur britannique, c'était il y a quelques semaines. Nous avons repéré des incendies, des sabotages et plus encore, des actions dangereuses réalisées avec de plus en plus de témérité. Le rôle important du Royaume-Uni dans le soutien à l'Ukraine implique que nous pesons lourd dans l'imagination fébrile du régime de Poutine. Soupçon partagé par la police polonaise qui vient de rendre publique son enquête. 4 personnes ont été interpellées et inculpées de participation à des opérations de sabotage ou de terrorisme pour le compte de services de renseignement étrangers. Mais on ne connaît pas encore leur nationalité. Alors ce qui nous intéresse et ce qui nous raccroche aux élections américaines, Lorraine, et c'est ce que nous dit la police polonaise, ces colis n'avaient pas pour destination finale ni le Royaume-Uni, ni l'Allemagne. Oui, ces colis, ils devaient voyager jusqu'aux États-Unis ou au Canada. De manière générale, les colis, ils transitent soit par avion cargo, des avions de fret, ou par des avions commerciaux avec des passagers à bord. Imaginez un peu, selon les enquêteurs, l'objectif, il est double, à la fois d'attaquer un colis qui explose, engendre des dommages matériaux, mais aussi humains. Il faut savoir que ces avions cargo ou commerciaux ne seraient pas en mesure d'éteindre un incendie en plein vol. Deuxième objectif, tester l'acheminement, le temps de parcours, mais aussi les points de transit entre l'Europe et l'Amérique du Nord de ces cargaisons contenant des explosifs. Du côté du Kremlin, on dément ces accusations. Le porte-parole, Dmitri Peskov, interrogé par le Wall Street Journal, parle, je cite, d'insinuations traditionnelles et non fondées émanant de médias. L'enquête se poursuit. La police polonaise recherche activement 2 autres suspects. Elle est quand même étrange cette affaire. Elle fait froid dans le dos si effectivement tout cela était avéré. C'est au stade de l'enquête pour le moment. La Russie dément. Donc voilà, pas plus d'infos que ça. Ceci dit, Général Chauvency, on peut se demander quel serait, j'emploie du coup le conditionnel, l'objectif, une déstabilisation politique. Parce que, imaginons un de ces colis qui explose, soit en vol, soit en arrivant sur le sol américain. C'est un attentat sur le sol des États-Unis. Ça serait gravissime. C'est pour ça que j'ai quelques doutes sur la réalité totale de l'affaire. Ouais. Rien n'empêche des groupes autonomes de faire ce genre d'action, mais qu'un État étranger joue à cela et que ça soit mis comme ça sur la place publique, par la taverne de Wall Street Journal, par une déclaration de ministre de la Défense britannique, par les Polonais, qui sont quand même très impliqués dans la défense de l'Ukraine, j'ai quand même un petit doute sur justement l'effet recherché, parce que ce serait complètement opposé à ce qu'ils pourraient obtenir, à moins qu'ils veulent déstabiliser une élection. Mais je ne vois pas dans quelle mesure ils pourraient déstabiliser cette élection avec ce type d'attentat. Voilà, moi je reste un peu dubitatif. Oui, mais Valérie, oui, mais je suis d'accord. La tentative de déstabilisation de l'élection, elle est avérée. Bon, elle est avérée, il y a un communiqué des principales agences anti-terroristes ou de sécurité intérieure aux États-Unis qui indique que la fameuse vidéo qui a tant fait parler de migrants qui allaient voter plusieurs fois dans des États, c'était en Pennsylvanie d'ailleurs, avait été promu et composé, élaboré par les Russes. Donc, alors, Pouce, on va la regarder, parce que je l'ai cette vidéo. Vous y êtes allé un peu vite, mais c'est pas grave. Ah, je suis désolée. On va y aller. Non, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que... Et je vous répondrai, je vous promets. Je voudrais qu'on la regarde, cette vidéo. C'est donc une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux et qui a inondé même les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de vues. On y voit donc les 2 hommes que vous voyez sont donc des pseudo-migrants haïtiens. Regardez. On est originaire d'Haïti. On est arrivé aux États-Unis il y a 6 mois et on a déjà la nationalité américaine. On vote Kamala Harris. Hier, on a voté dans le comté de Gwinnett et aujourd'hui dans celui de Fulton. On a tous nos documents, permis de conduire. On demande à tous les Haïtiens de venir aux États-Unis et d'amener leur famille.
En fait, moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu tout ça, Valérie, et même cette affaire de DHL, alors ça sort dans le New York Times, dans le Wall Street Journal, ce sont des gouvernements étrangers qui mettent la puce à l'oreille, etc. Il y a quand même une question de timing là-dedans. Ça sort aujourd'hui, jour de vote, ou hier, il y a 2 jours, ce week-end. Enfin voilà, il y a aussi ça. C'est ça la force, c'est la communication, l'attaque en fait. Oui, mais là, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est la communication extrêmement solennelle, Ouais. La mise en garde des agences américaines sur cette question, ce qui veut dire qu'ils prennent ça très au sérieux. Alors sur l'affaire des colis piégés, je vais vous laisser le bénéfice. Voilà, je vais vous laisser le bénéfice de la connaissance, puisque c'est la vôtre, vous êtes spécialisé. Mais moi, c'est sur cette désinformation menée par des puissances, notamment la Russie, qui est très intéressante et c'est très importante. Et elle est visée directement, parce qu'effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, le gouverneur de Géorgie, il est républicain, hein, il a fait un message vidéo. Il dit cette vidéo, donc avec les 2 pseudo-haïtiens, est évidemment fausse et est partie d'une tentative de désinformation pour semer la discorde et le chaos à la veille de l'élection. Et il rajoute que c'était la production probable d'une ferme à trolls russe. Comme ça, c'est visé directement. Jérémy Guès, comment vous analysez tout cela? Est-ce que finalement, la meilleure l'arme la plus efficace, ça n'est pas effectivement la fake news finalement? Oui, parce qu'avec la fake news, on appuie là où ça fait mal. Et c'est exactement le rôle de ces usines à trolls que vous venez de décrire, c'est-à-dire pour essayer d'instiller le doute. Et le plus souvent, vous allez réussir à convaincre que les gens déjà convaincus. Cette vidéo-là, elle ne va pas convaincre les démocrates. Les démocrates vont la regarder, vont la moquer, mais les républicains vont la voir et vont vous dire voilà la preuve qu'on cherchait. Tant qu'elle n'est pas débunkée, comme on dit en bon français, cette vidéo, des gens qui ne sont pas tout à fait au fait de cette élection, qui se posent 3 questions, voient ça, se disent bon, enfin c'est pas possible. Au pire, ça les amène à voter Trump, sinon ça les amène à ne pas aller voter du tout. Enfin voilà. Probablement, mais si vous voulez, à la fin, pour moi, on revient au manque de leadership de long terme des États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune figure politique américaine qui a pu rassurer le peuple sur cette idée de dire on est quand même les États-Unis, et que là, on a eu une confrontation tellement violente entre 2 personnes, Harris et Trump, que la porte est ouverte à toutes les interprétations. Et je pense que vous regardez cela effectivement pas trop au fait, exactement comme vous le dites. Effectivement, ça peut ouvrir des questionnements, mais ceux qui vont vraiment être convaincus, qui vont vraiment l'utiliser de manière militante, ce sont déjà des gens convaincus par le message. Jean-Éric Brana, tout à l'heure, on parlait justement de tout ce qui avait été mis en place après le Capitole pour éviter de nouveaux débordements, etc. Et on soulignait, et Valérie louait le fait que ce pays avait réussi effectivement à se remettre des fondations assez solides sur ce genre de choses. Si j'ose dire. En l'occurrence là, c'est donc le 3e mandat, c'est la 3e élection à laquelle Trump se présente. Nous, on a découvert ces usines à fake news au moment où Trump est arrivé en 2016. On n'a pas le sentiment quand même que ce soit un pays qui se soit tellement protégé de tout ça. Regardez même Elon Musk qui est en pointe sur la campagne de Donald Trump. Ouais, on est dans un petit monde qui s'appelle les réseaux sociaux. Donc c'est dans ce monde-là qu'on a des fausses vidéos, et on est sur un point très particulier, c'est la Géorgie. La Géorgie est un État qui votait républicain depuis, je ne vais pas dire depuis toujours, puisque ce n'est pas le cas, mais depuis tellement longtemps. Quand la Géorgie a basculé, les républicains disent il y a eu triche, puisque ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce n'est pas possible que la Géorgie vote pour les démocrates. Et en fait, ça appuie là-dessus. Quand on voit des pseudo-haïtiens qui seraient arrivés, qui ont 14 cartes et qui vont voter dans différents comtés. Fulton, c'est pas par hasard, c'est l'endroit où Donald Trump est en ce moment soumis à une enquête et pourrait être inculpé du crime le plus grave d'ailleurs, puisque là, il serait certainement condamné. Et je veux dire, il ne peut pas y avoir de grâce sur ce comté-là en particulier. Donc c'est pas par hasard que ça se passe à cet endroit-là pour dire que les démocrates sont en train de bourrer les urnes, sont en train, à travers les migrants, puisqu'on c'est devenu le sujet numéro 1 de cette campagne et le sujet électoral numéro 1 de savoir s'ils trichent ou pas. Bien entendu, là, il faut la citoyenneté pour voter. C'est donc impossible. Kempf, le gouverneur, a évidemment réagi, comme il avait réagi à l'époque de Trump d'ailleurs, en disant qu'il n'y avait pas eu de triche en Géorgie et que les élections quelquefois donnent des résultats qu'on n'attend pas. Et concernant l'affaire DHL, là, parce que moi honnêtement j'ai trouvé ça tellement gros quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, il y a forcément un message politique là-dedans, ou en tout cas la volonté de passer un message politique. Encore une fois, un colis piégé qui arriverait aux États-Unis envoyé par la Russie, ça semble quand même énorme.
Je ne vois pas surtout l'implication avec les élections, parce qu'aujourd'hui c'est fini. Hein. Là, les gens votent. Si vous prenez la Géorgie qui a déjà voté à 54% par correspondance et qui vote depuis maintenant 5 heures, c'est joué. Je veux dire, c'est pas... Même si les gens découvrent ce soir cette information-là, ils auront voté, ou en tout cas pour la plupart d'entre eux. Et ceux qui n'ont pas voté, je ne pense pas qu'ils vont partir au vote en se disant « Ah, il y a eu des colis piégés, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va changer mon vote ?» Franchement, je ne comprends pas cette histoire-là. Hein. Donc je ne vois pas l'implication avec le vote. Pardon de ne pas avoir le talent de François Jovency là-dessus. Donc je lui renvoie la balle. C'est intéressant de se poser la question, effectivement, sur les rapports que peuvent entretenir ces deux pays. Alors, on est sur l'invasion de fake news, etc., sur le soft power, sur tout ça. Mais alors là, sur des attaques qui pourraient être directes, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Effectivement. Il y a deux sujets. Le sujet de la désinformation, d'une part, oui, il y a des ingérences dans les élections depuis 2016, quelles qu'elles soient, d'ailleurs aussi bien américaines que françaises ou allemandes. D'ailleurs, pardonnez-moi, juste je fais une parenthèse, mais c'est totalement assumé par le gouvernement. Ils l'ont dit et ils s'en félicitent. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. La vidéo le montre. On est bien dans une désinformation qui fait partie aujourd'hui du jeu des relations internationales. Maintenant, l'aspect, je dirais, terrorisme, c'est du terrorisme dont on vient de parler. Pourquoi maintenant? Je ne vois pas l'intérêt, effectivement, pour cette campagne. Et d'autre part, mon explication reste la suivante, c'est que finalement, on ressort ce sujet parce qu'on est un peu hors élection, parce qu'on fait que ça ne changera pas grand-chose. En revanche, on remet l'Ukraine sur le tapis. Donc, n'oublions pas que la Pologne et la Grande-Bretagne sont des alliés très forts de l'Ukraine. Et comme on oublie un petit peu l'Ukraine actuellement, c'est l'occasion de remettre ça, mais ça n'a peut-être pas un grand lien avec l'élection elle-même. D'ailleurs, Jérémy Gaz, j'en reviens à ce qu'a dit Vladimir Poutine ce week-end au sujet des élections américaines, quand il dit, de toute façon, pour moi, que ce soit Trump ou Kamala Harris, ça ne change rien. Il n'y a pas une meilleure solution pour ce qui me concerne, moi, président de la Russie. Les choses resteront les mêmes dans nos relations avec les États-Unis. Oui, et je pense qu'on aurait tort de se dire que la Russie vote pour la Russie vote pour Trump ou vote pour Harris. Je pense que l'intérêt de Vladimir Poutine, le premier, c'est de faire la démonstration encore et encore que la démocratie américaine n'est pas aussi stable qu'elle ne le prétend, que la démocratie américaine n'est pas aussi efficace qu'elle ne le prétend. Et je pense que je rejoins le général Chauvency pour dire que là, aujourd'hui, aux yeux des stratèges américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, les termes de la victoire en Ukraine, c'est probablement un pays divisé. Donc là, Vladimir Poutine essaye probablement à la marge d'influencer et de peser dans ses calculs stratégiques des États-Unis, pariant peut-être sur un effacement total des Européens. Et là, c'est aux Européens de se réveiller. Et là, on verra effectivement ce que ça peut donner. Il nous reste peu de temps avant de laisser la place à Émilie Broussoulou. Jean-Éric Brana, Valérie, la suite dans le timing, là, dans ce qui va se passer dans les heures qui viennent, c'est quoi? On attend évidemment l'image du vote de Donald Trump. Ça, c'est l'image on sait que Mme Harris a voté ce week-end. Donc ça, on a déjà cette information-là. Et ensuite, vous faites partie de ceux qui disent, Jean-Éric, il est possible qu'on ait le nom du nouveau chef d'État demain matin, en fait. Oui, je ne suis pas le seul, hein. Donald Trump l'a dit lui aussi. Donc... si Donald Trump le dit... Non, mais en réalité, oui, on va avoir déjà ce soir, on va suivre la sortie des résultats. Dès minuit, ça va commencer, puis on va avoir les premiers États qui nous intéressent vers 2h du matin, puisque c'est à cette heure-là qu'on aura la Caroline du Nord. On va regarder où elle va, et celle-là, tout le monde l'attend. Hein. Je dois dire que c'est vraiment une vraie indication. Si elle bascule d'un côté ou de l'autre, on va déjà avoir la couleur du vent. Là, pour le coup, on va avoir davantage de consistance plus que des sondages. Et puis ça va s'égrener là toutes les heures. Vers 3-4 heures, on aura déjà, nous, on commencera à annoncer le gagnant, puisque suivant les États qui auront été gagnés, on pourra faire une projection à peu près réelle. Si jamais c'était pas le cas, parce qu'on n'avait pas les États qu'on attend, le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, on attendra un tout petit peu plus. Moi, je pense qu'on aura le gagnant soit à 7h du matin, soit à 7h du soir. Alors, au pire, ce serait vendredi, samedi, mais en réalité, c'est si la Pennsylvanie met du temps à dépouiller. Mais cette année, il n'y a que 22% de gens qui ont voté par correspondance en Pennsylvanie. Donc on va avoir un vote assez équilibré, assez facile à dépouiller. Donc je ne pense pas que ça va prendre beaucoup de temps. Il faut préciser quand même, Valérie, à nos téléspectateurs, qui savent évidemment que les États-Unis sont sur différents fuseaux horaires et qu'on a une côte Est qui commence à être dépouillée. Quant à sur la côte Ouest, on continue à voter. Hein. Il n'y a pas de période de réserve, en fait. Non, il y a absolument... Et l'autre bizarrerie qui est quand même particulière, quand même, c'est que c'est une agence de presse
qui annonce les résultats. En France, on attend le ministère de l'Intérieur pour avoir en quelque sorte l'annonce officielle. C'est de moins en moins le cas maintenant entre les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu. Les sondages, mais aux États-Unis, c'est une agence de presse qui annonce le vainqueur.